Bonjour à toutes, j'ai le grand plaisir d'inaugurer aujourd'hui le premier Facebook Live, les rendez-vous allaitement by Medela, un concept qui a été mis en place par Medela pour informer les mamans sur l'allaitement maternel. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Endelman, consultante en lactation. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre cabinet. Je suis ravie. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis Nathalie Endelman. J'ai été sage-femme en Angleterre et j'ai exercé du coup en salle de naissance et puis aussi en postpartum, donc après la naissance. Et après, je me suis formée en tant que consultante en lactation et depuis un an, je suis à Paris et j'exerce en cabinet ou aussi en visite à domicile et parfois aussi, je vais voir les mamans à l'hôpital lorsqu'elles souhaitent consulter rapidement après la naissance. Donc vous devez avoir pas mal de questions de la part des mamans. Aujourd'hui, la thématique qui sera abordée sera comment tout savoir en prénatal pour bien démarrer son allaitement. Nathalie, j'ai beaucoup de questions, on a reçu pas mal de questions de la part des mamans, donc merci beaucoup. La première question est la suivante, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pendant la grossesse pour préparer son allaitement? Alors, c'est une super question et moi le sujet de démarrer l'allaitement, c'est un sujet qui me passionne parce que plus on est informé, mieux ça se passe. Et donc, on peut entendre énormément de choses de son entourage sur ce qu'il faut préparer. La bonne nouvelle, c'est que votre corps, pendant la grossesse, est quand même en train de se préparer lui-même. Donc, les seins, ils se développent avec toutes les hormones de la grossesse, les canaux lactifères s'installent, se mettent en place pour pouvoir allaiter. Donc, la couleur aussi de l'aréole peut changer. Tous ces petits picotements que vous pouvez sentir ou pas sont des petits changements qui mettent en place aussi l'allaitement. Donc on peut avoir l'impression ou avoir entendu qu'il faut préparer ses mamans d'une certaine manière, de les stimuler, de les faire ressortir, toutes ces petites choses comme ça. Et on s'est rendu compte dans les années 90, c'est la recherche qui a été faite qui s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et que en fait les mamans se préparaient eux-mêmes. Ils préparent aussi, il y a des petits points qui s'installent aussi autour du mamelon pour lubrifier le mamelon, pour qu'il soit bien hydraté. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui s'installent pendant la grossesse de manière naturelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des bonnes choses à savoir. Ce qui est important, par contre, ça peut être de se renseigner sur des positionnements, sur la fréquence de tétée des bébés, sur un peu, sur ce qui consiste en un allaitement qui se passe bien, notamment regarder des vidéos par exemple de mise au sein, demander à des amis qui ont allaité, de parler un peu de comment ça se passe pour eux, toutes ces petites choses là aident à préparer un allaitement. D'accord. Et dans les premières heures qui suivent la naissance, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place tout de suite après? Alors, heureusement maintenant, énormément d'hôpitaux commencent à adopter le pot à pot juste après la naissance et l'encouragent. Et le pot à pot, c'est vraiment une chose et une astuce à avoir dans sa petite boîte à outils pour que l'allaitement se passe bien. Le pot à pot fait beaucoup de choses pour l'enfant, notamment ça calme sa respiration, ça régule sa température et puis ça lui fait reprendre tous ses instincts pour savoir bien téter. Il est rassuré aussi. Complètement rassuré. Et ça le met vraiment dans un petit cocon sur maman, avec son petit nez, il repère le mamelon qui en général a changé un petit peu de couleur, du coup lui permet de le trouver et de s'en approcher. Et le pot à pot vraiment est une solution miracle. Dans les premiers jours, je l'encourage énormément. Les bébés parfois quand ils sont trop habillés dans leur gigoteuse à côté, trop longtemps, loin de la maman, ils peuvent du coup s'endormir un peu plus souvent. Donc, de remettre un pot à pot, c'est miraculeux. Et pour les papas aussi. D'accord, ça marche aussi avec les conjointes, oui, tout à fait. D'accord, très bien. Dites-moi Nathalie, à quelle fréquence un bébé tète, de manière générale? Donc ça, c'est aussi une super question, parce que les bébés, nous, on a tendance à manger 3 fois par jour. Donc quand on imagine la fréquence de tétée d'un bébé, c'est beaucoup plus que 3 fois par jour. C'est en moyenne 8 à 12 fois sur 24 heures. Pourquoi? Je vais vous montrer avec les tailles d'estomac des bébés. Donc à la naissance, les bébés ont une taille d'estomac qui est plus ou moins comme une bille. Donc dans les premiers jours, ils prennent du colostrum, qui est le premier lait que la maman sécrète. C'est un laxatif. Et ça permet de tapisser l'intestin de l'enfant et de vraiment lui donner comme un vaccin.
C'est plein d'anticorps. Ça va le protéger en fait. Ça le protège énormément contre plein de choses, plein de maladies. Ça lui donne des anticorps de la mère. Et donc, mais l'estomac reçoit à peu près 5 à 10 millilitres par tétée et se vide très vite. Très peu. Donc la fréquence de tétée dans ces premiers jours est extrêmement élevée. Ça peut être plus que 8 à 12 fois dans les premiers jours, c'est sûr. Vraiment fréquent. Parce que aussi, le bébé est en train de s'entraîner à téter. Et au bout de 2-3 jours, la montée de lait se fait. Donc on entend souvent parler d'une montée de lait où les seins deviennent très durs, très tendus et tout ça. Si ça n'arrive pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de lait. Mais c'est vrai qu'on entend plus parler de ce cas de figure-là. Si ce cas de figure-là existe et que les seins deviennent assez tendus, la solution aussi, c'est de mettre le bébé au sein, très souvent, du coup, en peau à peau, et puis voilà, de les encourager à téter plus souvent. Il y a d'autres petites astuces qu'on va aborder un peu plus tard, mais du coup, vers 3-4 jours, l'estomac du bébé commence à faire plutôt la taille d'une noix. Et le bébé commence à prendre plus de lait, ça se fait en même temps que la montée de lait. Et vers 10 jours, l'estomac a grandi jusqu'à peu près la taille d'une petite clémentine. Et donc dans cette phase-là, les bébés commencent à prendre plus de lait mais la fréquence pour vider un estomac de cette taille de lait, ça met à peu près 20 à 40 minutes. Donc la fréquence est à peu près toutes les 2 heures la journée et parfois un petit peu plus espacée de 3 heures et demie. D'accord. Il y a une question qui revient souvent de la part des mamans, est-ce que toutes les femmes peuvent allaiter? Donc super question aussi. Donc en moyenne, toutes les femmes peuvent allaiter. Et on entend beaucoup des discours des plus anciennes générations que beaucoup de femmes n'avaient pas de lait. Et en fait, ça, souvent, ce n'est pas qu'on n'a pas de lait, mais parfois la mise en place de l'allaitement aurait pu être perturbée. Et parfois, il faut quand même du soutien pour que l'allaitement se déroule et se passe bien. Il peut y avoir des contextes qui peuvent parfois affecter une lactation à 100%, notamment certaines chirurgies mammaires, pas toutes, aussi des problèmes de diabète, des problèmes de thyroïde ou d'autres problèmes hormonaux. Donc si c'est le cas, ça ne veut jamais dire que vous n'aurez pas du tout de lait, mais voilà, ça peut parfois avoir un impact sur la lactation et ça vaut le coup de consulter aussi pour savoir les bons conseils, les bons conseils. Parce que voilà, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas. C'est juste que voilà, peut-être qu'il faudra adapter et faire un allaitement sur mesure. D'accord, sur mesure. Ça va rassurer un grand nombre de mamans, je pense. Oui, tout à fait. Dites-moi Nathalie, il y a pas mal d'hôpitaux qui donnent aux mamans des bouts de sein. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors, donc les informations et le sujet du bout de sein, c'est un sujet qui est assez compliqué parce que le bout de sein en soi peut aider les mamans qui ont des douleurs et voilà, qui ont du mal, pour les bébés qui ont du mal à s'accrocher au sein. Par contre, c'est vraiment important d'être bien conseillé avant de s'en servir parce que la mécanique de téter sur un bout de sein en silicone n'est pas la même que de téter sur un sein. Et les bébés chez qui on introduit un bout de sein en silicone trop tôt, sans vraiment avoir creusé bien le sujet, peuvent après du coup avoir beaucoup de mal à s'en détacher. Et donc le bout de sein en soi, il peut avoir peut faire en sorte que le sein soit moins vidé. Donc comme il y a une barrière entre la bouche du bébé et le sein peut du coup ne pas être complètement vidé. Et comment est-ce que l'allaitement se met bien en place? C'est donc avec un bébé qui tète souvent et du coup le sein se vide souvent. Et plus le sein se vide, plus il se re-remplit. Moins il se vide, moins il se re-remplit. C'est bien fait, la nature est bien faite. Et du coup la lactation s'établit vraiment en fonction des besoins du bébé. Donc le bout de sein parfois peut empêcher ce drainage complet. Donc je recommanderais toujours aux mamans dans les premiers jours, si elles sentent qu'elles ont besoin d'utiliser un bout de sein parce qu'elles ont trop mal ou parce que le bébé a du mal à prendre le sein, de consulter justement et de rechercher de l'aide pour essayer de s'assurer que toutes les autres choses ont bien été évaluées, notamment les positionnements des bébés. Ça c'est vraiment extrêmement important et ça peut tout changer. Et éviter en fait de tomber dans une démarche, voilà, de compter juste sur le bout de sein sans avoir le soutien derrière. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des signes en particulier qui montrent qu'un allaitement se passe très bien? Oui, donc il y a pas mal de signes qui rassurent dans les premiers jours et puis même au courant de l'allaitement. Donc notamment, si on l'entend déglutir au sein, donc certains bébés sont un peu plus subtils que d'autres, mais si vous regardez par exemple certaines vidéos d'allaitement, vous pourrez l'entendre, mais c'est un petit son comme...
petit K. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais c'est assez subtil. Et la mâchoire aussi s'agrandit bien. Donc c'est pas des petits mouvements comme, mais plutôt des grandes ouvertures de bouche. Donc ça, c'est très rassurant. Vous ne devriez pas avoir mal. Donc là, on entend énormément, moi je reçois énormément de mamans qui viennent me voir plusieurs semaines après l'accouchement et qui en fait à qui on a dit que c'était normal d'avoir mal. Et donc elles ont tenu assez longtemps jusqu'au moment où elles se sont dit non, mais en fait ça ne s'améliore pas, donc je voudrais consulter. Donc moi j'aimerais vraiment transmettre le message que ça ne devrait pas faire mal et quand ça fait mal, le soutien, c'est qu'il manque du soutien et que voilà, et que vous pouvez trouver de l'aide pour soulager vos douleurs, mais vous n'êtes pas douillette si vous avez mal, c'est que ça nous indique quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être la cause de quoi exactement? Un mauvais positionnement du bébé? Oui, tout à fait. Dans la vaste majorité des cas, c'est une question de positionnement. Parfois, ça peut être sinon qu'un bébé a du mal à ouvrir un peu pour la bouche. Parfois, il peut y avoir des sujets, on entend beaucoup sur Internet parler aussi des freins de langue, qui sont donc aussi, qui peuvent être une cause, mais ce n'est pas systématiquement la cause. Donc, il faut se méfier aussi de certaines sources d'Internet qui peuvent parfois aussi mentionner certains problèmes et en fait le problème peut être autre chose et quelque chose de beaucoup plus simple et donc voilà, c'est important de faire la part des choses, mais les douleurs aussi peuvent parfois être surtout positionnement, parfois la bouche du bébé, parfois ça peut être des petites tensions crâniennes aussi qui peuvent être liées au positionnement du bébé in utero, même si les bébés sont faits pour être dans le ventre, parfois ils peuvent avoir juste la tête un petit peu sur le côté ou positionnés différemment, ou même la naissance elle-même. S'il y a eu par exemple forceps ou ventouse ou quoi que ce soit qui a dû manipuler la tête de l'enfant, ça peut parfois lui créer des petites tensions crâniennes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des séances d'ostéopathie ou d'autres choses, ça peut vraiment aider. Donc il y a toujours des solutions. Très bien. Et au niveau du régime alimentaire, est-ce que la maman doit manger certaines choses, favoriser certains aliments ou d'autres non justement? Donc alors, non, pas du tout. Donc en termes d'aliments, on a souvent tendance à entendre des choses sur ne pas manger du chou, ne pas manger de l'ail, des choses comme ça. Le lait s'adapte, le goût du lait s'adapte en fonction des aliments, mais au contraire, c'est bien pour l'enfant. Parce que l'enfant découvre de nombreuses saveurs. Oui, complètement. Et les bébés découvrent énormément de saveurs à travers le lait maternel. Et ça, donc ça les aide aussi après à accepter des saveurs plus variées. Donc ça va faciliter le travail des mamans et des papas. Oui, tout à fait. Le bébé va manger des aliments solides. Voilà. Et donc après, par contre, j'invite les parents à faire attention si le bébé en est perturbé parfois en ayant mangé quelque chose, d'essayer de faire le lien s'il n'y a pas un aliment qui les gêne. Parce que spécifiquement à chaque enfant, parfois il peut y avoir des aliments. Mais il n'y a rien de spécifiquement contre-indiqué. D'accord, très bien. Et je voulais revenir aussi sur ce qui fait qu'un allaitement se passe bien aussi. Parce qu'il y avait d'autres choses aussi que je voulais rajouter. Donc il y a aussi la fréquence des tétés, un bébé qui se réveille souvent, et les selles et les urines. Et ça c'est très important aussi et c'est très rassurant. Alors les selles et les urines évoluent au courant des premiers jours. Et ça, de savoir ça dans les premiers jours, ça aide énormément. Donc le bébé, quand il naît avec du méconium, qui sont les selles qu'il a accumulées in utero en avalant le liquide amniotique et tout ça. Donc c'est pas du lait, mais ce sont vraiment les selles qui ont préparé son intestin. C'est des selles qui sont noires, épaisses, on dirait presque un peu du mazout. Enfin, c'est vraiment très épais. Et du coup, plus difficile à essuyer que le reste. Après, c'est beaucoup plus facile. Mais dans les premiers jours, plus le bébé prend du colostrum, c'est un laxatif. Et ça l'aide en fait à évacuer ce méconium. Et petit à petit, les selles changent de couleur dans les premiers jours. Et ça, c'est très rassurant. Parce que le méconium donc, est plutôt noir. Ça dure pendant les 2-3 premiers jours. Et après, en fait, plus le bébé prend du lait, les selles commencent à changer jusqu'à une couleur un peu verte. Et vers 5 jours, devient jaune. Et donc, une fois qu'il est jaune, on sait que le bébé est en train de digérer que du lait. Ça peut arriver avant, et plus ça arrive tôt, mieux c'est. Mais ça aide. Ça veut dire qu'il a évacué tout ce qu'il avait dans les intestins avant. Voilà, et plus il prend du colostrum dans les premiers jours, donc ça lui évacue le méconium, et après il digère du lait. Et donc une fois lorsque le lait, le lait plus riche s'installe, donc ça c'est vraiment très important à savoir. Et les urines augmentent tous les jours. Donc le premier jour, on espère 1 urine, deuxième jour 2 urines, troisième jour 3 urines,
4e jour, 4 urines, ou plus, hein, toujours. Et à partir du 5e jour, 5 ou plus bonnes couches mouillées. Et ça nous rassure que le bébé est en train de prendre des quantités de lait. D'accord. On vient d'avoir une question d'une maman, Blandine, qui a un débit de lait fort. Et le bébé fait souvent des fausses routes. Est-ce qu'il y a des conseils à apporter? Tout à fait. Et ça peut nous mener sur justement des histoires de positionnement du bébé. Parce que donc, effectivement, il y a plusieurs astuces pour cela. Donc, une des astuces, c'est d'allaiter le bébé un peu plus avachi en arrière. Et pourquoi est-ce que ça aide? C'est qu'en fait, le lait est obligé du coup de monter, de combattre un peu la gravité pour sortir. Et donc, ça ralentit le flux. D'accord. Lorsqu'on est assise comme ça ou courbée comme ça, le lait du coup, avec la loi de la gravité, part déjà vers le bas. D'accord. Et donc, la vitesse peut augmenter aussi. Donc, on peut peut-être embrayer sur les positions qui peuvent du coup faciliter. Donc, les positions que je vais montrer sont des positions qui sont toujours utiles, qu'on ait un débit de lait plus fort, plus ou moins fort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui varie d'une femme à l'autre. Donc, une des positions qu'on peut faire, notamment pour le débit fort, c'est de se mettre d'abord en arrière. Donc, moi, j'encourage toujours les mamans à se mettre elles-mêmes confortables d'abord, et qu'après, leur bébé suivra la courbe de leur corps. Et comme ça, elles évitent les tensions aussi, les douleurs de cervicales, de dos et tout ça, parce que lorsqu'on allaite souvent, c'est important d'être confortable pour ne pas se faire mal. Donc cette position-là, je vais la démontrer peut-être comme ça sera plus facile. Donc on se met avachi en arrière, vous imaginez que j'ai des coussins ou quelque chose derrière le dos. Le bébé, on le met sur soi, une main au niveau des fesses pour lui soutenir les fesses. Sa petite tête basculera dans votre coude. Et puis, c'est avec ses petites mains, le bébé fera un petit mouvement de pivert sur le sein. Et en général, lui-même attrapera le mamelon. Et c'est une position qui encourage une grande bouche ouverte. Et plus la bouche du bébé est grande ouverte, mieux ça se passe. Je vais le montrer aussi de l'autre côté, peut-être que ça sera mieux pour voir avec la caméra. Donc, avec une main sur les fesses, le coude posé sur un oreiller, la tête du bébé positionnée dans le coude, et le bébé va pouvoir faire ce petit mouvement de pivert pour ouvrir grand la bouche. Ce qu'on veut pour un bon positionnement, c'est les fesses du bébé soutenues contre vous, son corps contre vous aussi, et une tête libre. Parce que on veut que le bébé soit positionné. Donc plus ou moins emmené au niveau du mamelon, avec la tête libre. Lorsque le bébé va ouvrir la bouche, le bébé va faire. Et vous voyez que le bébé prend une grande partie du mamelon et de l'aréole dans la bouche. Si le bébé prend juste le mamelon, ça peut créer des douleurs parce que le mamelon frotte contre le palais du bébé. Mais lorsque le bébé ouvre grand la bouche, les canaux lactifères sont plus massés, le bébé reçoit plus de lait et c'est plus confortable. Donc cette position-là est une des plus simples. Vous voyez qu'on ne fait pas grand-chose avec le bébé, à part le tenir, et c'est lui qui s'accroche. Et donc ça devient plus facile aussi, c'est pas trop technique, et c'est très confortable. En général, les mamans me disent « Ah, qu'est-ce que je suis bien !» Donc après, une autre position, qui est vraiment, qu'on voit assez souvent, c'est celle de la Madone. Donc celle de la Madone, le bébé est horizontal. Moi, j'encourage toujours le coude de soutenir les fesses du bébé et la main de venir derrière ses épaules avec un doigt juste sous son oreille pour soutenir sa tête. Donc vous voyez que sa tête est libre pour basculer, ses fesses sont soutenues. Le même principe que dans l'autre position. Et là, on incline, on aligne le nez du bébé avec le mamelon. Et lorsque le bébé ouvre la bouche, on le rapproche avec cette main-là. Donc c'est un mouvement assez rapide de le rapprocher. Et après, l'autre bras vient soutenir en dessous. Maman confortablement avachie en arrière. Et le bébé qui tète et qui a une bouche bien grande ouverte. Du coup, pas de douleur. Et une dernière position, qui est une position allongée pour la nuit. Et celle-là, je me mets allongée sur le côté. Bébé côté, donc aligné avec maman.
Les fesses rapprochées, encore les fesses, on en reparle. Et puis le mamelon aligné avec le nez du bébé, la main sur les épaules. Et lorsque le bébé ouvre la bouche, on le rapproche avec les épaules. Vous voyez que le bébé est bien aligné avec le lit. Et la maman, elle a un oreiller pour sa tête, ici. Et c'est une position très très reposante pour les mamans, de prendre un petit moment. D'accord, donc voilà. C'est hyper confortable. Hyper confortable. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça, ce sont les trois positions que j'encourage vraiment. D'accord. Et qui sont pas trop techniques et surtout qui sont agréables. Confortables pour la maman. Tout à fait. Oui. Et les bébés adorent aussi. Ok, super. On a une autre question d'une maman qui nous dit que son bébé a des gaz. Est-ce que c'est à cause de l'allaitement ou pas? Alors ça peut dépendre de pas mal de choses. Ça peut parfois être que le bébé prend un petit peu d'air lorsqu'il tète. Si c'est le cas, il peut avoir besoin d'avoir un rot peut-être entre la tétée plutôt que juste à la fin. Donc peut-être essayer de faire une pause durant la tétée pour lui faire rôter avant et puis après reprendre l'allaitement. Sinon, il y a des petites astuces pour tenir les bébés s'ils ont des gaz pour les éliminer parce qu'au début, le système digestif du bébé aussi est en train de s'installer. Donc voilà, donc ça peut mettre un certain temps à vraiment bien s'installer. Faire des petits massages de ventre du bébé dans la direction d'une horloge, ça peut aider aussi. Sinon, les tenir comme ça, en regardant dans la même direction que vous, en leur soulevant les pieds et en faisant des petits mouvements comme ça vers la gauche et vers la droite, ça peut vraiment les aider à éliminer les gaz. Si un bébé se tortille énormément, régulièrement, après la tétée et qu'il en est vraiment gêné et qu'il pleure beaucoup, parfois ça peut être lié à une intolérance aux protéines de lait de vache. Mais on peut parfois, via internet aussi, sauter sur ces choses-là trop vite et tout de suite, sans essayer les petites astuces avant. Donc si c'est un soupçon et que ça continue malgré des astuces, eh ben, ça vaut le coup de consulter un pédiatre pour en discuter. Parfois aussi ça peut être lié à un aliment, notamment. D'accord. Donc essayez de faire le lien. Parfois, s'il y a quelque chose que vous mangez, est-ce que ça l'empire? Parce que parfois, ça peut aussi être lié. Ça peut être la cause. Voilà. Okay, très bien. Alors, il y a des mamans qui ont très envie d'allaiter, mais qui n'ont pas forcément envie de mettre le bébé au sein. Est-ce qu'il y a des alternatives? Tout à fait. Et ça, je pense que c'est une super question, Delphine, parce que on pense parfois qu'allaiter est uniquement mettre un bébé au sein, exclusivement, tout le temps. Et en fait, non, il y a des alternatives, notamment le tire-allaitement. Donc pour le tire-allaitement, c'est-à-dire qu'en fait, la maman utilise un tire-lait pour tirer tout son lait et donner son lait au biberon au bébé. Donc avec d'autres solutions, du coup, des cuillères, des petits gobelets, enfin il y a toujours plein d'alternatives. En fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc l'importance dans ces cas-là, si une maman ne veut pas mettre son bébé au sein, c'est vraiment de tirer à une fréquence régulière, parce que encore une fois, plus un sein se vide, plus il se remplit. Et donc, vraiment, il faut s'installer à un rythme de toutes les 2-3 heures la journée, toutes les 3 heures la nuit, de tirer pour bien installer la lactation et pour pouvoir produire le 100% des besoins d'un bébé. Donc voilà, ça c'est pour cela aussi, j'encourage fortement un tire-lait de grade hospitalier. Donc, c'est-à-dire un tire-lait double pompage avec un moteur qui se loue en pharmacie ou chez des loueurs. Mais voilà, il faut vraiment un système robuste pour pouvoir pour mettre en place la lactation en tout cas. Oui. D'accord, parce que plus on tire son lait, plus les seins produisent du lait. Voilà, et si un bébé ne va pas au sein, il faut du coup un mécanisme qui marche bien pour bien stimuler la lactation et bien pouvoir produire. D'accord. Et effectivement, l'usage d'un tire-lait aussi peut être utile si jamais une maman a du mal à avoir son bébé au sein ou ne peut pas l'avoir au sein dans les premiers jours. Et ben, du coup, j'encourage aussi pour mettre bien en place l'allaitement en maternité de demander un tire-lait si jamais un bébé a du mal à téter dans les premiers jours. D'accord, ok, très bien. Justement, on parlait de la maternité. Est-ce qu'une maman doit emporter certains produits ou avoir avec elle certaines choses dans sa valise de maternité pour pouvoir préparer son allaitement? Alors, il n'y a pas forcément énormément de choses à ramener. Il y a pas mal quand même de mamans qui ramènent de la lanoline, qui est une crème qui permet en fait de lubrifier, puis les mamans qui peuvent être un petit peu irritées. Dans les 2-3 premiers jours, comme les mamans sont fortement sollicitées par le bébé, qui tète encore le colostrum
fréquemment, ça peut aussi parfois les irriter un petit peu. Donc ça peut être utile. C'est une mesure préventive aussi. Et ça peut soigner aussi éventuellement des petits maux. Voilà, ça peut aider un petit peu. Par contre, si vous vous mettez à en avoir besoin de plus en plus, là, ça nous dit qu'il y a un problème. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Sinon, il y a quelque chose qu'on trouve avant que c'était donné un peu partout, et je sais que maintenant c'est moins donné, mais il existe le guide de l'allaitement maternel que vous pouvez aussi trouver sur Internet. Et ça, je vous encourage à le lire et à y avoir accès sur votre portable, parce que ça, c'est aussi un document très très utile pour justement se préparer à l'allaitement et puis se rappeler un peu de choses quand on vient d'accoucher. Parfois, on oublie un petit peu des choses qu'on a regardées et vues auparavant, et donc c'est pas mal d'avoir le tout un peu synthétisé dans un petit document. Et sinon, du soutien, des numéros de personnes, soit qui ont allaité, qui peuvent vous apporter de l'encouragement, soit voilà, le numéro aussi d'une consultante si jamais voilà, vous avez besoin de soutien, d'aide. Et puis voilà, des coussinets aussi d'allaitement peuvent être utiles, parce que certaines femmes ont du lait qui coule un peu plus que d'autres, donc des coussinets peuvent être utiles pour ne pas mouiller ses habits. Par mesure de précaution peut-être même, oui. Ou ensuite en fonction des écoulements de lait, des fuites, si elles sont plus ou moins importantes, il y a différents problèmes. C'est ça. Et il y a des femmes qui ont du lait qui s'écoule beaucoup, et d'autres qui n'ont du lait qui n'ont pas de lait qui s'écoule, et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de lait. Donc voilà. Sinon aussi, il peut y avoir des soutiens-gorge d'allaitement, et pour cela, je les encourage sans armature, et vraiment de la matière la plus souple et la plus fine qui existe. Il y en a que je vois qui sont un peu dans ce type mousse, un peu rembourré. Et le problème, c'est quand on baisse le soutien-gorge, il crée une grosse bosse en dessous du sein, et du coup, le bébé peut avoir plus de difficultés à s'accrocher au sein. Donc on veut vraiment, et surtout, on ne veut rien qui compresse ou qui comprime le sein, parce qu'il y a des canaux lactifères qui se trouvent partout autour du sein. Et donc, lorsqu'on appuie, qu'on a une pression sur le sein, ça peut les bloquer, et c'est un peu comme appuyer sur un tuyau d'arrosage. Ça peut les comprimer. Certaines femmes sont plus sensibles que d'autres à ça, donc j'encourage toujours de faire bien attention qu'il n'y ait pas de pression qui appuie sur les seins pour les laisser vraiment souples et confortables. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des astuces particulières à donner aux mamans, en plus de ce que vous avez pu nous dire, pour avoir un début d'allaitement serein? Oui, alors il y a quelques petites choses aussi. Donc déjà, de vraiment s'intéresser avec le conjoint ou la conjointe aussi au sujet de l'allaitement, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup mieux avec un entourage soutenant. Aussi de bien se renseigner, donc en lisant par exemple le guide de l'allaitement, et puis vraiment en se préparant bien et en faisant attention aux commentaires de l'entourage aussi. Je pense que ça c'est important, et de vraiment se dire, moi c'est mon projet, et mon projet, mon expérience sera différente des autres, notamment comme pour l'accouchement. Tous les accouchements sont différents et tous les allaitements sont différents, et donc vraiment de se dire, d'être confiant dans ses propres choix. La maman peut vraiment écouter, prendre les conseils de ces mamans qui partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux. Alors je pense que ça peut avoir énormément de soutien et d'utilité dans un contexte de soutien entre mamans, mais par contre il peut y avoir aussi parfois des faux diagnostics, c'est-à-dire en fait des mamans qui ont vécu quelque chose de très précis qui lui tient à cœur, et donc elle peut partager son expérience et en fait peut vous faire résonner chez vous une solution ou une expérience en fait qui n'est pas forcément exactement ce que vous vivez. Et donc je pense que c'est important aussi de prendre ce qu'on voit sur internet, mais en se disant j'ai pas forcément exactement le même problème, et parfois en fait on peut aussi faire fausse route, je pense, en essayant de se diagnostiquer soi-même trop vite un problème d'allaitement, alors que parfois en fait ça peut être autre chose. Et un peu comme quand on cherche sur internet quand on est malade et qu'on peut parfois si on écoute les forums, parfois on peut se convaincre qu'on a quelque chose de très grave, en fait. Alors que c'est pas très grave du tout. Ok, très bien. On a une autre question d'une maman qui pose la question du papa, du conjoint, du partenaire, s'il ne veut pas que sa femme allaite par exemple. Comment réagir par rapport à des attitudes d'un entourage qui n'est pas forcément aidant.
dans ce choix d'allaitement? Alors, donc ça c'est une très très bonne question aussi, parce que je pense qu'en fait, moi j'entends beaucoup de discussions autour d'impliquer le conjoint ou la conjointe, et en fait, donc en pensant que l'allaitement va nuire au lien qui se crée avec l'enfant. Et en fait, cette notion, je pense qu'elle a été, par certains côtés, quand même influencée par le marketing des laits artificiels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a cette notion un peu qui a été répandue, parce qu'il y a plein de choses qui entrent en compte dans s'occuper d'un bébé, notamment le bercer, le porter, le tenir en peau à peau, l'endormir, lui faire des soins, le masser. Donc en fait, le nourrir au sein, c'est une chose, mais c'est une chose parmi énormément d'autres choses qui en fait comprennent s'occuper d'un bébé. Et donc en fait, je pense que s'entraîner aussi à penser autrement en fait au lien qu'on a avec son enfant, on peut très vite sauter sur le fait qu'un allaitement en fait exclut un partenaire. Et en fait, finalement, en réfléchissant, il y a plein de choses et plein de rôles qui sont très importants là-dedans. Ce qui est très important aussi, c'est d'explorer avec le partenaire pourquoi en fait ils ne le soutiennent pas. Connaître les vraies raisons en fait. Connaître les raisons, parce que là par exemple, j'ai un peu pris l'a priori que c'était pour s'impliquer, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons, peut-être qu'il y a d'autres choses. Et du coup, en ayant un dialogue ouvert sur ce sujet, ça peut aussi permettre de se renseigner, de découvrir en fait finalement quelles sont les vraies raisons pour lesquelles le partenaire ne soutient pas, et puis après creuser le sujet pour trouver les solutions et les réponses. D'accord. Et est-ce que vous avez d'autres questions de la part des mamans qui sont enceintes, qui vous posent des questions sur la manière dont va se dérouler l'allaitement et que vous pourriez partager avec nous, avec notre communauté du coup? Oui, donc notamment, moi une des questions que je reçois beaucoup des mamans que je vois en préparation à l'allaitement sont des questions que l'allaitement va être très difficile, que en fait elles ont peut-être entendu de par leur entourage que c'était très difficile. Et effectivement, parfois sans soutien, ça peut être difficile, et les premières semaines peuvent être assez prenantes parce qu'un bébé est en train d'apprendre à téter au sein. Et moi, comme je dis, les bébés, la vaste majorité, presque tous les bébés savent téter, mais savoir téter efficacement pour prélever le lait de leur maman, et les bébés ont besoin d'un certain temps pour s'y habituer. Et donc, ils peuvent téter un petit peu, après s'endormir, après avoir envie de téter. Donc dans les premières semaines, surtout les 2 premières semaines, ça peut être une phase de grand apprentissage pour maman et pour bébé. Et donc voilà, de se dire, je m'accroche pendant ces quelques semaines pour qu'après ce soit la chose la plus simple du monde. Parce qu'après, une fois qu'un bébé sait bien téter, que ça ne crée pas de douleur, après c'est vraiment beaucoup plus facile, le bébé s'accroche au sein facilement, la maman se sent bien, elle n'a pas de douleur. Pendant la nuit, oui, la mère se réveille, mais par contre, les hormones relâchées pendant l'allaitement aussi aident la maman à se rendormir beaucoup plus vite. Donc ça a un effet extrêmement avantageux. Ça relâche aussi l'hormone l'ocytocine, qui est mon hormone préférée. Alors quel est ce rôle justement de l'ocytocine? Oui, donc l'ocytocine, c'est l'hormone qui relâche le lait. Donc on a la prolactine qui crée le lait et l'ocytocine qui relâche le lait. Et l'ocytocine, du coup, c'est une hormone qui est l'hormone de l'amour, l'hormone qu'on relâche quand on aime son bébé, quand on le cajole, quand on l'embrasse, quand on se sent bien. Et du coup, cette hormone, vraiment, est extrêmement agréable et positive. Il y a beaucoup de mères, lorsqu'elles allaitent, qui disent « Ah, qu'est-ce que je me sens bien !» Donc, même si elles dorment un peu moins, et en fait, pendant ces premières semaines, elles ont aussi l'effet de cette hormone, en fait, qui est vraiment très agréable pour beaucoup de mamans. Voilà. Et donc ça j'encourage vraiment de se dire, on s'accroche pendant les premières semaines en se rappelant que les bébés humains naissent moins développés que les autres mammifères. Et les autres mammifères naissent en sachant marcher en général. Et nous, on parle souvent du 4e trimestre de grossesse, qui sont les premiers 2-3 mois après la naissance d'un bébé, où les bébés ont vraiment besoin de beaucoup de maternage, d'être beaucoup très proches des parents, ils ont besoin d'énormément de toucher, et tout ça les aide vraiment à se développer, même si on a l'impression qu'ils dorment beaucoup, qu'ils ne sont pas forcément aussi interactifs que quand ils sont un peu plus âgés, mais en fait dans cette phase-là, ce maternage et de les avoir proches et de les tenir, c'est vraiment miraculeux pour eux. D'accord.
Ok, très bien. On a une question de Marine qui nous dit qu'à 7 mois d'allaitement, elle pensait que sa lactation était installée, mais avec la reprise du travail, elle a l'impression qu'elle a moins de lait. Ok. Alors, que faire pour rebooster sa lactation? Super, donc ça c'est une très très bonne question. Donc en fait, pour rebooster la lactation, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Je ne sais pas si Marine, vous mettez encore votre bébé au sein lorsque vous êtes à la maison ou si vous tirez uniquement. Mais comme plus le sein est vidé, plus il se remplit, le fait de tirer plus souvent peut vraiment aider. Donc soit lorsque vous êtes au travail si vous le pouvez, ou alors en dehors du travail, soit de mettre votre bébé au sein plus souvent, ou alors de tirer aussi plus souvent en dehors de ces heures de travail. Notamment parfois de tirer 10 minutes, de faire 10 minutes de pause en massant un peu les seins, de retirer 10 minutes, de masser un peu les seins pendant 10 minutes et de retirer 10 minutes. Donc ça dure à peu près 40 minutes, mais ça fait un peu l'équivalent d'un pic de croissance. Quand les bébés en fait ont envie de téter plus souvent pour stimuler plus de lait. Les pics de croissance, c'est une autre chose à savoir aussi pour les allaitements, c'est que vers 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, les bébés peuvent avoir des phases où ils ont envie de téter plus souvent pendant la journée. Il ne faut pas s'alarmer, c'est vraiment les bébés qui passent un peu à la vitesse supérieure et commencent à demander à la maman de produire un peu plus de lait. D'accord. Oui. D'accord. Donc il y a cette astuce-là. Sinon, il y a aussi des choses comme le fenugrec ou le moringa qui sont des compléments alimentaires aussi qui peuvent aider. Des tisanes sous forme de tisane? Alors, les tisanes d'allaitement sont bien. Souvent, elles n'ont pas forcément assez des herbes et tout ça pour vraiment avoir un effet qu'on sait produit plus de lait. Mais en tout cas, l'hydratation est très importante. Donc, effectivement, les tisanes peuvent être quand même une très bonne chose parce que être bien hydraté, c'est important. Voir si vous vous reposez assez, ces petites choses-là aussi peuvent jouer sur la lactation. Et aussi de se dire que parfois, selon ce qu'on vit, il peut y avoir des petites baisses et que ça peut reprendre aussi, de se reposer un peu là-dedans et de ne pas paniquer, parce que c'est vrai que ça peut être source d'angoisse de regarder les flacons de recueil en se disant je tire moins qu'avant, voilà. Donc essayer de se dire peut-être, ah oui, aussi, de ramener avec vous, par exemple, si vous êtes au travail, un habit de votre bébé ou regarder des photos de votre bébé. Ouais, ça marche bien. Tout à fait. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça stimule cette fameuse hormone ocytocine qui relâche le lait. Et voilà. Parce que parfois au travail, on peut aussi être dans un environnement qui ne nous rappelle pas le bébé. Voilà, on fait une coupure avec notre vie familiale et notre bébé. C'est vrai que le fait de regarder la photo de son bébé, ça aide aussi à produire ce lait, à recueillir ce lait. Oui, tout à fait. J'ai une question par rapport à la durée de l'allaitement que peuvent se poser les mamans qui sont enceintes et qui se posent des questions sur l'allaitement. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières sur la durée? Sur la durée. Donc ça, c'est une très bonne question. Donc la durée de l'allaitement. Alors, l'OMS recommande 6 mois d'allaitement minimum. Pourquoi? Donc les 6 mois recommandés sont que pendant les premiers 6 mois de vie de l'enfant, le bébé en fait ne crée pas autant de son propre système immunitaire qu'à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, il se démarre plus. Donc pendant les premiers 6 mois, effectivement, de recevoir de votre lait, le lait maternel a en fait des propriétés antibactériennes, redonne énormément d'anticorps au bébé en continu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que votre bébé, en embrassant votre bébé, en le tenant, en le respirant, vous ingérez en fait en vous les bactéries qu'il y a autour de votre bébé et vous créez un lait qui est spécifiquement adapté à votre enfant. Ça c'est quand même extraordinaire. Oui. C'est du lait sur mesure. Complètement. Et si le bébé est malade, en fait, le lait que produit sa maman va être adapté, va lui donner des anticorps et des protections immunitaires qui vont l'aider à guérir. Complètement, exactement. Et même aussi par sa salive entrant dans les canaux lactifères de la maman, elle aussi adapte son lait aux besoins de l'enfant. Donc c'est vraiment une symbiose qui se fait vraiment extrêmement délicate. Et par exemple, notamment si une maman est malade aussi, ça c'est une question que j'ai souvent, si une maman est malade, est-ce qu'elle peut continuer à allaiter son enfant? Et la réponse c'est oui, 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 parce que en fait, elle va être en train de donner ses anticorps qu'elle crée en étant malade à son bébé, et son bébé aura beaucoup moins de chances d'attraper ce qu'elle a. Donc c'est vraiment voilà le raisonnement derrière les 6 mois. Après, je me garde bien de dire, moi dans ma pratique,
je n'ai zéro a priori ni jugement pour la durée de temps qu'on allaite, parce que je pense que c'est aussi, parfois, ça peut créer une pression et donner l'impression à un parent qu'il faut qu'il allaite 6 mois, sinon pourquoi commencer? Et ça, pour ça, vraiment, il n'y a pas besoin de le faire 6 mois pour qu'il y ait des effets super bénéfiques. Et même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vraiment, c'est hyper bénéfique. Et moi, je dis toujours aux mamans, il faut que ça dure le temps, que ça reste un plaisir pour vous et que ça marche avec votre enfant. Mais voilà, donc c'est... Il ne faut pas se forcer, disons. Voilà, il faut respecter chaque choix, bien entendu, des mamans. Mais effectivement, il y a ces recommandations. Oui, et ces informations qui sont quand même importantes à savoir, parce que maintenant, on est quand même à la découverte maintenant du lien entre le cerveau et les intestins et tout le microbiote et tout ce qui est l'équilibre des bactéries dans les intestins. Maintenant, on commence à se rendre compte que ça a quand même un impact et une importance énorme pour le développement du corps humain. D'accord, très bien. J'ai une autre question d'une maman, Manon, qui a un bébé de 6 mois qui ressent des montées de lait jour et nuit. Elle a entendu parler du passage à la sécrétion endocrine et se demande pourquoi ce n'est pas le cas pour elle. Alors là, j'aurais besoin de plus d'informations parce que du coup, vous dites que le bébé ressent des montées de lait. Alors du coup, non, ça doit être la maman qui ressent des montées de lait jour et nuit. Et elle nous regarde en tirant son lait au travail. Donc Manon, si vous nous regardez, vous pouvez nous envoyer un petit peu plus de précision, on répondra avec plaisir à votre question. Ouais, parce que je me demande si c'est pas le fait que vous ressentiez la montée de lait, donc en fait que vous sentiez les réflexes d'éjection venir, peut-être avec des picotements ou des choses comme ça. Mais si vous pouvez nous donner plus d'informations, on serait ravis de répondre. J'avais une question moi sur les différents types de lait. On sait qu'on a un premier lait dans les premiers jours qui s'appelle le colostrum et ensuite le lait devient un petit peu plus mature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les différences? Parce qu'il y a certaines mamans qui... Après, c'est aussi pas mal d'idées reçues qui disent que c'est important d'allaiter les premiers jours et après, en gros, le bébé a reçu tout ce dont il a besoin et on peut passer à un lait artificiel. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors, donc effectivement, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je me dis que pour des personnes qui sont un peu pas sûres de vouloir allaiter, pourquoi pas commencer par essayer, voir un peu ce qu'on en pense. Et le colostrum, donc dans les premiers jours, c'est vraiment un lait qui est très dense, qui est faible en quantité, donc 5 à 10 ml par tétée, comme on expliquait avec le tout petit estomac. Et donc en fait, ça c'est un lait qui est vraiment extrêmement riche en anticorps et qui en fait tapisse l'intestin du bébé. Donc l'intestin du bébé à la naissance, on l'appelle poreux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des espaces dans les intestins où des grosses protéines peuvent passer plus facilement. Et le colostrum en fait agit comme un tapissement de cet intestin pour le protéger contre des infections, des bactéries, plein de choses. Donc effectivement, même donner du colostrum pendant quelques jours a un effet bénéfique. Après, le lait maternel, ce que lui a, c'est qu'il va donner cette immunité en continu à l'enfant sur une durée. Donc la composition du lait, après, une fois que la montée de lait se fait donc vers 2-3 jours, c'est qu'en fait le lait du coup est plus abondant en volume. Donc c'est plus 5 à 10 ml, c'est à peu près 30 pendant la première semaine, voire après, et après ça monte à 90, 100, 150, en fonction des besoins du bébé. Toutes les femmes stockent une quantité de lait différente dans leur sein, et juste parce qu'on a des seins plus petits ou plus grands, ça ne veut pas dire qu'on stocke en fait plus ou moins de lait. Ça varie de femme en femme. Mais en tout cas, la taille des seins n'a rien à voir avec... Il n'y a pas d'impact. D'accord. Donc une femme qui a une petite poitrine peut très bien avoir une production de lait importante. Tout à fait. Et c'est là où on parle... La taille ne compte pas. Non. Et par contre, c'est là où on parle de l'allaitement à la demande. Parce que du coup, l'allaitement à la demande, c'est vraiment de laisser le bébé guider la fréquence de ses tétées. Et parfois, ça peut être plus ou moins souvent. Et c'est en fait que certains bébés, on se rend compte, prennent plus de lait à chaque tétée, certains moins à chaque tétée, mais du coup ça se régule sur 24 heures quand on les suit. D'accord, très bien. On a une précision de Manon qui nous a dit qu'en fait elle sent ses seins se durcir en fait. Avant sa lactation était établie jusqu'à 7 mois et là elle ressent sa poitrine qui se durcit.
Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter ça? Alors si elle se durcit, ça peut être aussi que le tirage ou la fréquence de vidange du sein se fait moins souvent. Parce que du coup, au bout d'un moment, en fait, les seins se remplissent. Et il y a un moment aussi où s'ils restent remplis pendant un peu trop longtemps, ce qui se passe après, c'est qu'il y a la lymphe aussi qui vient aussi mettre son petit nez dans le sein et du coup compresse un peu les canaux lactifères et ça peut vraiment faire une sorte de congestion au niveau du sein et ça peut le rendre assez dur, c'est assez inconfortable. Donc ce qui peut aider dans ce moment-là, si vous en êtes déjà là, c'est de masser un peu, de mettre un peu de chaleur, notamment par exemple prendre une douche chaude ou des compresses chaudes et de tirer. Mais ce que j'encouragerais si ça vous arrive souvent, c'est de tirer plus souvent et de vider votre sein plus souvent parce qu'il est en train de vous dire qu'il s'est trop rempli. Je pense que avec les informations qu'on a que c'est ça. Et du coup, si vous le videz plus souvent, eh ben, vous aurez moins tendance à arriver à ce stade d'avoir les seins tendus. D'accord, très bien. On arrive à la fin de notre Facebook Live. Merci beaucoup Nathalie. Est-ce que vous avez quelques mots à dire à notre communauté? Tout à fait. Je suis ravie d'avoir participé à ce Facebook Live et puis vraiment j'aime dire aussi que dans ma pratique, je le dis toujours, mais il y a toujours des solutions. Et pour qu'un allaitement se passe bien, il en a besoin juste de soutien, de savoir où avoir les informations dont on a besoin, qui nous font du bien. Mais sinon, il y a toujours des solutions et n'hésitez pas à vous renseigner ou à consulter si vous avez des questions, vous voulez mettre les choses en route. D'accord. Merci beaucoup et rendez-vous le mois prochain pour le prochain Facebook Live du coup sur l'allaitement maternel. À bientôt.